Peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey Enchanté. Avec l'hôte du jour, on va parler de santé. L'hôte du jour c'est Audrey Baskovec. Salut Audrey, comment tu vas? Salut Audrey, très bien, merci. Ravi de te recevoir ici. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Audrey Baskovec, comme tu l'as dit. Je vis dans l'est de la France, près de Metz, à 30 km, depuis toute petite. Et je suis infirmière de profession depuis 2001, diplômée en 2001. Voilà. Et puis, je fais pas mal de services. Et là, je suis en disponibilité du service public parce que j'étais infirmière dans la fonction publique principalement depuis 1 an. Ok. On va revenir sur ton parcours, justement. Déjà, on va parler de ton livre que tu as sorti. De soignante, je suis devenue un jour patiente. Pourquoi tu as voulu devenir infirmière? Alors, pourquoi j'ai voulu devenir infirmière? Alors, je sais que tu as lu le livre, donc tu le sais, mais je vais l'expliquer. Exactement. Je voulais être reporter, moi, journaliste. Et la vie a fait que mes parents, on était 4 enfants, ne pouvaient pas me payer une grande école à Paris que j'avais envie de faire. Donc, il fallait que je trouve les financements nécessaires pour pouvoir la faire. Ça coûtait à l'époque 50 000 francs la première année, sans bourse. Pour je trouvais ça un peu dégueulasse parce que ça prend que ceux qui ont les moyens. À partir de la deuxième année, vous avez le droit à une bourse. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un métier. Il faut que j'apprenne un métier vite, après le bac. Pas aller à la faculté parce que dans ma tête, on n'avait pas de métier tout de suite. Il fallait que je fasse une école formatrice, quoi. J'étais voir la conseillère d'orientation. Elle m'a dit, dans les hôpitaux, il manque de monde. Infirmière, c'est bien. Avec tes notes, c'est bon. L'hôpital, j'aimais bien l'odeur. À l'hôpital, je me suis dit, allez, go. T'aimais bien l'odeur de l'hôpital? Quand j'étais petite, j'avais des souvenirs, Ok. mais l'odeur qu'il n'y a plus maintenant, hein, c'était l'éther, je pense, dans les couloirs d'hôpital. Quand j'étais toute petite, j'avais des vieux souvenirs. Mais... Mais justement, on va revenir parce que tu voulais être journaliste reporter. Tu voulais Ouais. quoi, reporter de guerre? Oui. Ah ouais? Je voulais voyager partout. Je voulais être Dorothée Olyric, tu vois, ou Maryse Burgot. Voilà. T'avais pas peur? Quand tu as 17 ans, 18 ans, voilà, c'était mon rêve. Mon oncle était militaire. J'avais envie d'aller explorer le monde. Et puis, c'était pas les temps qu'on a maintenant, tu vois. Il y a 25 ans, la dernière grande guerre qu'on connaissait, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et après, les guerres de Yougoslavie. Puis en Afrique, un petit peu. Mais pas à nos portes comme ça, non. J'avais pas peur. Mais tu voulais devenir reporter de guerre parce que tu voyais des reporters de guerre qui t'inspiraient? Non, pas forcément. Je voulais voyager. J'adore voyager. Je voulais parcourir le monde et montrer aux gens ce qui se passait ailleurs. Vraiment, Ok. la curiosité surtout. Ah bah, j'imagine que t'as des regrets? Non. Un petit peu, mais j'ai une vie tellement bien remplie que non, je regrette pas parce que ça m'a plu. Sinon, je serais partie parce que, comme je le dis dans le livre, j'ai fait des études d'infirmière, j'étais diplômée. La première année, j'ai travaillé, j'ai économisé ce qu'il me fallait pour partir. Et quand le choix s'est posé, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un peu galéré pour assumer financièrement pendant mes études. Je devais travailler en même temps. Je me voyais mal repartir 5 ans à Paris. Quand on commence à bosser avec un salaire, se dire qu'on redevient étudiant pendant 5 ans avec les mêmes galères. Et puis la vie de couple, j'avais un petit copain à l'époque, voilà, et je suis pas partie, la vie a fait que. Ouais. J'ai commencé à travailler aussi aux urgences et j'ai adoré. Et du coup, je suis plus partie. J'étais bien là au moment là aussi où j'étais. Donc, T'as peut-être trouvé ta vocation finalement. ouais, je sais pas. Un choix par défaut qui est devenu un... Ouais, après, j'ai du mal à... Alors, c'est peut-être des vocations pour certains. Moi, je sais pas. Après, moi, je crois beaucoup au destin. La vie m'a placée là où il fallait. Peut-être que t'aurais pas aimé si t'étais reporter de guerre. Tout à fait. Et j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais peut-être fait mon école de journalisme, mais fait complètement autre chose comme journaliste, mais pas sur le terrain. Exactement. Donc, On sait pas. Hein.
Et bah, j'en rigole souvent avec mon éditrice, on en rigolait parce qu'elle me dit: «Bah, tu vois, tu as quand même fini par réussir à écrire quelque chose, à alerter les gens», voilà, c'était le but un petit peu, mais dans le domaine de la santé. C'est vrai. Et donc, tu fais 3 ans d'études dans un IFSI, Ouais. près de chez toi, tu es diplômé. Donc après, directement, tu commences à travailler. Ouais, en fait, j'avais déjà travaillé à partir de la première année, quand tu as passé ta première année d'école d'infirmière, tu es diplômée aide-soignante, bah, à l'époque, Ok. hein. Donc on pouvait travailler comme aide-soignante. Et comme j'avais un peu de difficultés financières, une des responsables de l'hôpital où je faisais mes études, j'ai été la voir par l'intermédiaire d'une prof et elle m'a dit: «Moi, je peux vous embaucher la nuit, les week-ends, les vacances scolaires comme aide-soignante». Donc j'ai travaillé toute ma dernière année de nuit, les vacances scolaires et certains week-ends. Et logiquement, quand j'ai eu mon diplôme, bah, ils m'ont embauchée dans le service-là de nuit, quoi. Donc la cadre, elle voulait que je reste en tant qu'infirmière. Donc je suis restée là. Moi, je voulais absolument aller aux urgences. J'y avais fait un stage. Et bah, une des directrices là, qui m'avait proposé de m'embaucher m'a dit je vous donnerai une place dès qu'il y en a une, mais pour l'instant, on a besoin de vous de nuit. Et puis c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais les urgences de l'époque. Ouais. Ouais. On va y revenir après. Et justement, tu as travaillé durant ta longue carrière dans plusieurs services. Bah, tu as Je me fait sens vieille, là. Longue Hmm, carrière. Je me sens vieille tout d'un coup. 25 ans quand même. Ah oui, Enfin, à peu 24 près, ouais. quand même. Avec plein de pauses. Mais, Oui, mais quand même. Tu as mm. fait aller entre 15 et 20 ans. Oui, oui. C'est beaucoup. J'ai la médaille des 20 ans. Ah Du bah service c'est public. c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais justement, dans les différents services où tu as travaillé, tu as travaillé en gériatrie, si je ne me trompe pas, Ouais. dont tout ce qui est don d'organes, Oui. les urgences. Tu as fait de la pédiatrie aussi? Non. Dans tous les services que tu as fait, euh, c'est lequel que tu as préféré? Ah, ça, c'est difficile comme question parce que je pense que. Alors, les urgences, j'ai adoré. Je suis restée 5 ans, je crois, à peu près. Et c'était comme ma famille. C'était un de mes premiers postes. Voilà, je te dis, j'y suis allée 9 mois après être diplômée. Euh, C'était vraiment, comme je dis dans le livre, je mangeais urgence, je dormais urgence. On faisait matin, midi, nuit, les 3 postes. Parfois, je restais 12 heures juste pour rester avec les collègues. J'habitais à côté, j'étais célibataire. Voilà, c'était tout un. Non, mais c'est vrai, on passe plus de temps. Ça devient une famille, c'est tellement dur. Bah, on voit des choses tellement difficiles qu'on est tout le temps ensemble. Encore certaines de mes meilleures amies actuellement, je les rencontre aux urgences. Ok. Ouais, ça fait 20 ans. Et ma filleule, bah, c'est la fille d'une copine des urgences. Voilà, ça tisse des liens quand même très forts. Donc ça, c'était un de mes préférés. Mais après, j'ai tout aimé. Il y a 2 types d'infirmières. Tu en as qui restent, de soignants, hein. Je dis infirmière, mais ça peut être tous les soignants. Il y en a qui restent 30 ans dans le même service parce que même elles se plaignent ou ils se plaignent et ils n'arrivent pas à partir parce que tu as quand même un confort de... Tu sais ce qu'il y a à faire, tu te remets pas en question, tu vois. Et moi, par contre, je suis plus très curieuse. Et dès que ça commençait, que j'avais fait le tour et que ça commence à me saouler, je partais. Et je conseille à tout le monde, mais tous ceux qui partent et qui disent, qui me racontent ça maintenant, je leur dis, sur les 4 premiers mois, tu te dis toujours la connerie que j'ai faite. Quand tu arrives dans un nouveau service, c'est dur, il faut te remettre dans le bain, te remettre en question, etc. Et tu changes d'équipe, tu connais personne. Et finalement, au bout de 6 mois, à chaque fois, je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est vrai. Et donc, après, tous les services non plus, j'ai fait des soins intensifs de neurologie. C'était extraordinaire comme service, parce que c'est le seul service où j'ai pu travailler correctement. On était toujours en binôme, une infirmière, une aide-soignante pour 4 malades. On en reparlera après, peut-être, si tu veux, mais Sûr. avec les ratios. C'est-à-dire qu'il y a des services en France qui sont normés où tu as un nombre obligatoire de personnel pour un nombre de patients. Et là, ça te permet de travailler vraiment correctement, de bien prendre en charge les gens. J'ai travaillé en gériatrie, c'était pas mon choix, c'est quand j'avais déjà pris une disponibilité, 2 ans. Après les urgences, en fait, j'ai fait on n'appelait pas ça burn-out à l'époque, mais je pense que voilà, au bout de 5 ans, comme ça, T'as saturé. ouais, un rythme effréné, j'ai claqué la porte, je suis partie sur un coup de tête un jour, parce qu'on m'avait refusé une formation, et voilà, j'aurais pu aussi râler et revenir, mais je suis partie de l'hôpital. J'ai fait un peu de libéral, 2 ans, j'ai été voir dans les cliniques privées, je fais beaucoup d'intérim dans la région. Et là, on voit que finalement, l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Il y a des choses qui sont mieux, des choses qui sont moins bien. Voilà. Et au bout de 2 ans, je suis revenue à l'hôpital parce que l'équipe, ça me manquait quand même. L'hôpital public, j'ai un peu le service public chevillé au corps, tu vois. Aider tout le monde, j'ai bossé dans le privé, j'aimais pas parce que tu choisis tes patients. J'aimais pas.
sais pas, ça, il y a quelque chose qui me manquait. Donc je suis retournée dans le public et là, quand tu reviens de dispo, on te laisse pas le choix. On m'a dit, bah, vous irez en gériatrie de nuit au long séjour. Et t'as vu ça comme une sanction? Oui. Très clairement, oui, c'est ça. C'est Ah, un peu parce que la t'es punition parti. quand on revient. Ouais. Parce qu'en plus, j'habitais à 5 minutes à pied de l'hôpital public, donc je leur ai dit, mettez-moi n'importe où, mais Et dans... à Bon Secours, ça s'appelait l'hôpital à l'époque. Et ils m'ont mis au centre Félix Maréchal, à l'extérieur de la ville, en gériatrie. Oui, c'est un peu la punition. Mais finalement, tu vois, pareil, j'ai pleuré, je voulais pas y aller. J'y étais et c'était une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des amis, des filles géniales parce que tellement c'est dur. J'étais que de nuit en plus. Tu avais 250 résidents, des personnes âgées, et que 5 aides-soignantes. Entre 5 et 7 selon les moments, mais 5 aides-soignantes et 5 services. Donc une par service, qu'il y avait 40 malades à changer la nuit. Tu vois, tu vas coucher les papis-mamies le soir et tu vas les changer dans la nuit parce qu'ils peuvent se souiller. Et donc, je les aidais. Et c'est tellement difficile que il y avait une entraide et un sentiment de famille. C'était vraiment une équipe formidable. Ensuite, je suis repartie de là parce que je me suis dit, je vais pas rester. C'est vrai qu'en soins infirmiers, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, je me suis dit, je vais pas rester là. J'avais 30 ans, pendant 30 ans encore. Donc, j'ai eu l'opportunité de revenir à l'hôpital parce qu'il y avait une ouverture de service, les soins intensifs de neurologie, justement. Ça, génial, super expérience. Et puis, j'ai terminé ensuite par la coordination pour le don d'organes, 10 ans. Et c'est un peu une suite logique des soins intensifs de neurologie. Mais j'ai adoré aussi. Mais ça veut dire que tous les services dans lesquels tu as travaillé, tu as aimé, Oui. mais tu as aimé parce que tu as aimé le service ou parce que tu as une bonne équipe? Après, tu as toujours des collègues avec qui tu t'entends mieux que d'autres. Mais non, moi, j'ai aimé c'est pas pour l'équipe que j'ai aimé. Parce que oui, l'équipe, à chaque fois, on se fait son équipe et ses amis. Mais c'est vraiment les pathologies, les choses à faire qui m'ont beaucoup plu. Et quand je te disais que j'avais un peu fait le tour, en gériatrie, c'est l'exemple. Tu vois, j'avais créé, c'était un peu une petite famille, un petit groupe. Mais il n'y avait pas beaucoup de soins. Et c'est vrai que j'ai vite fait le tour en 1 an et demi et je suis partie, quoi. Mais, Mhm. Et tout à l'heure, tu as dit que tu as bossé en libéral. Quels est pour toi les avantages et les inconvénients d'être en libéral par rapport au service public? aujourd'hui ou quand je l'ai fait, c'est pas pareil. Alors Ah, quand je l'ai fait, je te le dis, mm, j'ai vraiment j'ai travaillé, j'avais trouvé un remplacement idéal. Je travaillais 10 jours par mois et je gagnais la même chose, pas la même chose, 2 fois plus que ce que je gagnais à l'hôpital à temps plein. Mais les 10 jours, c'était 5 heures du matin à 22 heures. Tu vois. Tu bosses vraiment, tu gagnes bien ta vie. Bah, mm, tu gagnais bien ta vie, mais tu bossais vraiment beaucoup. C'était 300 km par jour. Voilà, il y a d'autres contraintes. Quand tu rentres du boulot, les patients, tu es un peu parfois la seule personne qu'ils voient de la journée. Donc, s'ils ont une prise de sang le lendemain matin, ils n'hésitent pas à t'appeler à 3 heures du matin. Tu es un peu leur. À l'hôpital, tu rentres, tu as fini tes 8 heures, tu es tranquille. Tu es chez toi, personne n'a ton numéro pour t'appeler, les patients en tout cas. En libéral, tu es à leur merci un petit peu, quoi. C'est eux qui t'embauchent, ils te choisissent comme infirmière libérale, tu vois, donc ils t'appellent quand ils veulent. Donc ça, c'était un peu moins agréable. Et puis la charge administrative qui était très lourde, par contre, des paperasses à remplir. Tu travaillais 10 jours sur le terrain, mais tu avais au moins 3 journées complètes de papier, quoi, en plus. mm, 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 Ça, mm. c'était à l'époque, mais j'ai bien gagné ma vie pendant 2 ans. J'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté. Beaucoup. Tout est relatif, mais un petit peu d'argent de côté. Et puis après, vivre, me faire plaisir après. Actuellement, c'est pas tout à fait pareil parce que les infirmières libérales, ce qui est complètement honteux, n'ont pas été revalorisées depuis 2009, je crois. Leur acte de mémoire comme ça, par exemple, une infirmière libérale qui se déplace chez un patient, tu as une indemnité kilométrique. Chaque déplacement, 2,50 €. Un médecin, c'est 10 euros. Tu vois, tu te dis, l'essence, c'est la même pour tout le monde. Et avec l'augmentation des prix, c'est un forfait. C'est 2,50 € le déplacement, quel qu'il soit, quoi. Mm, mm. Voilà. Et le médecin, 10 euros. Pourquoi? Il y a beaucoup d'injustices et puis avec le coût de la vie qui augmente et tout, je pense que bientôt, on parle de désert médical en France, mais bientôt la France, ça sera un désert paramédical aussi. Et c'est dommage parce que les infirmières libérales, c'est le dernier rempart quand tu es en campagne ou quoi. Souvent, c'est la seule personne du corps médical que les patients y voient, quoi. Mm, Voilà. Il mm, n'y a mm, pas d'hôpital, ils appellent l'infirmière. Voilà. L'infirmière et le pharmacien encore. mm, Et mm. qui sont en grande crise aussi actuellement. Donc ça, maintenant, tu gagnes plus aussi bien ta vie qu'avant en libéral. D'ailleurs, il y a une enquête récente, il y a 1 an, je crois, où tu avais 53% des infirmières libérales qui disaient qu'elles pensaient arrêter dans les 5 ans. Wow.
C'est effrayant quand même. Mm, mm. Donc voilà. Maintenant, c'est le service public quand même, tu as la chance. Alors, il y a d'autres problèmes hein, aussi, manque d'effectifs, la charge administrative, etc., qui s'est accrue à l'hôpital par contre. On va pas dans le bon sens en fait, ni à l'hôpital, ni en ville. Mm, 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 C'est mm. dommage, ouais. On va, Après, tu arrives à mieux articuler ta vie personnelle quand tu es en libéral, je pense. Si tu es avec des collègues, un cabinet, un regroupement, tu peux choisir tes jours de travail. Genre, je ne travaille pas les mercredis avec une collègue qui n'a pas d'enfant. Voilà. Il y Mm, a mm. parfois des avantages. Là, tu abordes un sujet important que tu évoques dans ton livre, c'est la crise dans l'hôpital public. Peut-on en parler? Bien sûr. Déjà, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler, on travaillait avec des brassards en grève parce que c'est pas des moyens qu'on demandait forcément. Alors, pour la petite info, j'ai regardé mes fiches de paye il y a pas longtemps. Je gagnais 1300 euros ma première fiche de paye en commençant en 2001-2002. Donc, on n'était pas riches, mais c'est ce qu'on demandait, c'était pas des moyens financiers forcément. On demandait des moyens humains pour travailler mieux, prendre mieux soin des gens, avoir du matériel aux normes, correct et pas cassé, voilà. Et 25 ans plus tard, on y est et c'est de pire en pire. On se disait à l'époque, ça peut pas être pire. Et en fait, on n'a pas arrêté de descendre, j'ai l'impression. Mm. Et le problème, c'est qu'avant, comme je te disais, en libéral, les filles s'en sortaient. Les filles. Les soignants s'en sortaient plutôt bien en libéral, financièrement. Elles avaient le temps de prendre du temps avec leurs patients, etc. Et maintenant, plus du tout. Et les deux, pour moi, il y a la médecine de ville et la médecine hospitalière, que ça soit public, privé, etc. Mais les deux, c'est comme deux jambes de quelqu'un. Tu es obligé d'avoir les deux pour qu'un système de santé il marche en France. Et les deux sont en crise. Et c'est catastrophique. Ah, c'est ça, même quand on voit au niveau des urgences, en fait, parce que tu en parles beaucoup dans ton livre. Euh, les gens se présentent aux urgences pour un mal de tête ou autre, et des fois, vous leur dites, ouais, mais nous ne sommes pas, nous ne sommes pas normalement les gens qui vont vous accueillir, mais les gens Oui. ne comprennent pas. Bah, après, je comprends les gens, hein, parce que quand t'as pas de médecin traitant, moi là actuellement, j'ai un médecin traitant, j'ai mis 6 mois à le trouver, Mais comment ça se fait après un ça? départ à la retraite. Ah, je vais revenir. Mais les gens qui n'ont pas de médecin traitant, là je vais à un rendez-vous, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, bon, je me dis, je vais prendre un Doliprane. Dans 2 jours, j'ai toujours mal au ventre, c'est de pire en pire. Bah, j'appelle le médecin traitant, rendez-vous dans une semaine. Le lendemain, tu as encore plus mal. Si c'est grave, bah, tu t'inquiètes et tu vas aux urgences. Et quand tu arrives aux urgences et que tu dis bah, j'ai mal au ventre depuis une semaine, certains vont être sympas, compréhensifs et vont comprendre. Mais vu la crise actuelle et le temps d'attente et l'engorgement et le manque de professionnels, bah, il y a une crispation et tu as des gens qui vont dire oui, bah, ça fait une semaine, c'est pas urgent, vous attendez votre médecin traitant et ça peut faire engendrer de la violence parce que le patient en face, il comprend pas qu'il se fait jeter de partout en fait. Donc ce système, il faut renverser la table, il faut tout changer. Comment ça se fait que tu attends et que tu trouves pas de médecin traitant? Bah, je sais pas à Paris comment que c'est, mais je pense que c'est le plus gros désert médical d'Île-de-France, de France, l'Île-de-France justement. Je sais pas combien de temps tu mets pour avoir rendez-vous chez un dermato, un ophtalmo. C'est galère. Voilà. Alors chez nous aussi, mais j'ai lu il y a pas longtemps que l'Île-de-France c'était le plus gros désert médical. Ouais. Moi, Malgré ce qu'on croit. ah ouais, bah, Ouais. je ne savais pas. Là, tu as souligné un sujet intéressant, c'est la violence même par rapport au personnel dans les urgences. C'est incroyable. Que ce soit même au niveau des gens qui travaillent au niveau du SAMU. Tu parles à un moment donné d'une anecdote d'un membre du SAMU qui se fait agresser dans un parking parce que on n'a pas pris en charge assez rapidement. Et ça m'a beaucoup choqué. Hein. Quand je travaillais aux urgences, je te dis, moi j'ai commencé juste après l'école, j'avais 21 ans, et t'es confronté à un monde. C'est pas que je suis un peu bisounours, tu vois, je crois que tout le monde est gentil. Ou si ils sont un peu méchants, c'est qu'ils ont dû avoir quelque chose qui les a fait devenir comme ça. Les gens, voilà. Bon, bref, j'étais un peu naïve. Et j'étais très choquée à l'époque. Je raconte dans le livre que une des interventions qu'on faisait en SAMU, on a été caillassés, par exemple. Je comprenais pas. En rentrant dans un quartier sensible, je comprenais pas. Je me suis dit, bah, pas cautionner, hein, mais que tu caillasses la police dans un quartier sensible, bon, tu peux comprendre qu'ils sont en conflit avec la police ou l'ordre. Je cautionne pas, mais je comprends pourquoi. Mm. Mais quelqu'un qui vient sauver leur famille, leurs proches, je comprenais pas. Les pompiers, le SAMU, pourquoi tu caillasses? Bah, ça, j'étais hyper choquée.
Après, la violence aux urgences, ouais, il y a quelques services comme ça où c'est très prégnant, la violence. C'était les urgences, la psychiatrie et la gériatrie. Mm. Mais la gériatrie, parce que bah, des gens Alzheimer ou qui perdent un peu la tête. La psychiatrie, bon, ça se comprend. Et Le parent pauvre de la médecine, ouais, comme ah tu ouais, dis. catastrophique. Et les urgences, par contre, bah, c'est le monde entier qui vient, quoi. C'est tout venant. Donc, tu as autant de violence que dans la rue normale. Tu as l'angoisse, comme je disais aussi, qui peut potentialiser ça, la violence. Tu es angoissé, tu as mal, tu as un proche qui va peut-être mourir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire face à ça. Après, d'où l'important que les soignants en face ils soient formés je pense moi, à la communication non violente, à apaiser, etc. Après, tu as toujours des cas où c'est pas de ta faute si les gens deviennent violents, quoi, Mm, mm, et que mm. tu n'arriveras pas à apaiser. Mais tu parles dans ton livre à un moment donné d'une intervention que vous faites dans un quartier. Mm. Je crois que c'est une petite qui tombe par la fenêtre, si je me trompe pas. Ouais. Et justement, toi, tu es là en train de vouloir la réanimer. Et toi, tu sais que c'est compliqué, mais ta collègue te dit continue, sinon on est mort. Ah bah c'était le médecin, hein. On était 3 nanas. Alors tout est vrai dans mon livre, c'est le seul passage où non, où je dis on était 3 filles menues, c'est pas tout à fait ça, mais pour pas de c'est la seule vérité que j'ai transformée, on va dire. Il y avait un mec, et on était 2 nanas, en vrai. Mais on n'était pas équipés, on était petits, on avait 25 ans tous, la médecin avait 30, toute jeune, bref. Et quand on arrive sur les lieux, la petite fille qui avait moins de 2 ans était tombée de 12e étage, je crois. Et on savait qu'elle était décédée. Quand elle l'a ballonnée, elle lui faisait avec un masque à oxygène, voilà, pour la réanimer. Il y avait du sang qui sortait par l'oreille. Et voilà, c'est une fracture du rocher, c'est un signe que c'est foutu, quoi. Et puis 12 étages, voilà. Mais on était dans l'ambulance, et moi j'étais choquée, c'était ma première intervention comme ça. Et elle me dit, je lui dis, mais pourquoi on continue, on arrête là? Et elle me dit, regarde par la fenêtre. On voyait même plus, il y avait, je pense, 1000 personnes autour du camion de pompiers, quoi. Elle me dit, on continue, tu te tais, tu continues, tu continues. Moi je massais, elle ballonnait. Et ouais, ça m'a marqué parce que tu te dis, t'es obligé, parce qu'elle me dit, sinon on est mort. Ils vont pas nous laisser partir si on réanime pas, quoi. Sortir et dire à des gens, après je peux comprendre, hein, je suis maman maintenant, voilà, bah, on peut plus rien faire, on arrête, c'est difficile. Mm, mm, Dans mm. certains quartiers, tu peux pas, et on est parti à l'hôpital en sachant que on pourrait rien faire, mais on leur a pas dit. Voilà. Ouais, vous êtes protégé aussi, c'est normal. Oui, mais ça, dans des cas comme ça, tu vois, avec des enfants et tout, je comprends hein, l'émotion. Moi, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire s'il arrivait quelque chose à ma fille, quoi, tu vois. Mais la, la violence gratuite aux urgences parce que tu attends trop longtemps, ou là, actuellement, ce qu'on entend, un médecin qui se fait caillasser ou qui se fait frapper, presque passer à tabac parce qu'il donne pas un arrêt de travail ou l'ordonnance que le patient il veut. Là, il y a pas longtemps, une infirmière libérale près de chez moi, à Tomblaine, là, près de Nancy, qui s'est fait agresser par un patient. Je connais pas l'histoire, mais ça a été jugé. Il y a une loi qui est sortie d'ailleurs, parce que les pouvoirs publics, ils ont pris ça quand même à bras-le-corps un petit peu là, actuellement, a priori sous la pression des soignants. Et il a eu quoi, 900 euros d'amende, je crois. Alors que c'était un mec, c'était pas un fou, hein, il n'y a pas de psychiatrie, c'était. Voilà. Donc c'est pas à la hauteur non plus, parce que tu dois protéger quand même tes soignants. Mm. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on agresse quelqu'un qui vient t'aider ou te sauver. Et il y a Mais de la violence qui monte dans toute la société, donc je pense que exactement, c'est exactement ça. Parce que, ouais, comme tu dis, il y a des agressions dans les urgences. Et les gens, ouais, effectivement, ils sont plus patients, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu es aux urgences, tu attends longtemps, longtemps. Il y a des gens, ils arrivent à prendre leur mal en patience, mais il y en a d'autres. Ah, mais tu vois, la patience, c'est pas du tout une qualité. Je suis très impatiente. Et parfois, je me mettais à leur place. Je me dis, mais c'est pas possible. Là, quand tu vois des 96 heures d'attente aux urgences, mais moi, je pèterais un câble. Je les comprends, les gens. Tu vois. Donc, il faut améliorer ça aussi parce que il y a quand même un côté, tu leur fais vivre quand même des choses inhumaines. Laisser une dame âgée 48 heures sur un brancard dans un couloir, qui ne peut pas voir sa famille, qui est en salle d'attente et qui flippe. De pas savoir ce qu'elle a, de pas avoir de nouvelles. Il faut remettre un peu d'humanité dans ces services. Et comment tu veux remettre de l'humanité? Bah, il faut plus de monde, plus de personnel. C'est un cercle vicieux, en fait. Mais les gens, comme tu le dis dans ton livre aussi, c'est que il y a des jeunes, enfin, des jeunes qui veulent devenir infirmières, qui font des stages, qui sont dégoûtés finalement et qui quittent la Bah, bien sûr, profession. elle voit ça. Bah, alors, moi, le pire, c'était pendant le Covid. Il y a une génération d'étudiants qui a été sacrifiée, hein. Très clairement, ils sont venus. C'était
nous, dans l'Est, c'était un peu la cata quand même, à l'hôpital où j'étais, par exemple. Tous les étudiants qui étaient là, c'était de la main-d'œuvre. Et ils voyaient, je veux dire, moi, je travaillais au don d'organes, donc en réanimation. Je voyais mes collègues en réa, elles faisaient 12 heures. Elles avaient 2 masques pour les 12 heures. Donc à l'époque, on ne connaissait pas trop. On n'avait pas le droit de toucher le masque ni de l'enlever. Donc elles le mettaient, des FFP2, là, tu vois, les masques de canard avec la mousse, là. Mm. Tu respires mal à travers. Elles le mettaient à 7 heures quand elles arrivaient. Elles l'enlevaient à 14 heures pour manger, aller pisser, boire un coup, machin. Et elles le remettaient jusqu'à 19 heures. Et en attendant, bah, elles ne pouvaient pas boire, pas aller aux toilettes. Elles étaient brûlées parce que les masques étaient périmés. Donc elles étaient brûlées avec des escarres, là. Oh là là. Voilà. Moi, j'ai vu des trucs horribles et je pense qu'on a été beaucoup à vivre ça pendant le Covid. Les étudiants, ils arrivent là, ils se disent, mais c'est quoi le délire? Bah, ils ont 18, 20 ans. Moi, je pense que j'aurais fui à l'époque. Donc, je comprends. Et en plus, ils sont pas encadrés. Dans cette période, en tout cas, on les a pris pour de la main-d'œuvre. Ils arrivent, normalement, tu es étudiant en stage, c'est pour apprendre. Donc, il faut un tuteur. Là, tout le monde était tellement débordé qu'on s'occupait des patients, on s'occupait pas des étudiants. Donc, on leur disait ben, de faire des choses, donne-lui à manger, change-le, des choses que tout le monde sait plus ou moins faire, mais pas de soins infirmiers, on leur a pas appris, tu vois. Donc, ça a duré presque un an quand même, les vagues Covid, là. Donc, il y a une génération moi, qui a été sacrifiée. Et actuellement, bah, avec un personnel à l'hôpital, en tout cas, épuisé, fatigué, avec des manques de moyens, bah, comment tu veux bien encadrer des étudiants Ah, c'est compliqué. Donc, je Donc, comprends il y en a 30% qui abandonnent par an, quoi. c'est ce que tu dis. Et même, il y a aussi cette histoire de souffrance des soignants. Burn-out, ceux qui sautent la vie aussi, parce que trop de travail, trop de pression. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi. Après, je pense que quand tu en arrives là, au suicide, c'est que ça ne va dans aucune. C'est prouvé en tout cas que ça va dans aucune facette de ta vie. Tu sais, parce que quand tout va bien chez toi, niveau perso, qu'au travail ça va pas, t'arrives à. À Voilà. équilibrer. Si tout va bien au travail et que dans le perso ça va pas, tu te réfugies dans le travail et tout ça. Mais voilà, donc on peut pas toujours dire que c'est que le travail. Mais quand tu vas jusqu'à des extrêmes comme le suicide, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mm. Après, ce qui est totalement pas normal, c'est oui que 2 soignants se suicident tous les 3 jours. C'est une étude de l'association SPS, dont je fais partie, là, soins aux professionnels de la santé. Ça, c'est complètement pas normal. Je veux dire, c'est beaucoup plus que la population générale. Mm. Et un soignant qui, normalement, devrait avoir en plus des ressources, parce qu'il est dans le milieu, on se dit, bah, lui, il sait comment faire s'il déprime, machin. Et en fait, non, c'est encore pire. Donc, oui, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Mais justement, ça me permet de rebondir sur une chose, c'est au niveau des soignants, la santé mentale. Parce que vous voyez énormément de choses, mais en même temps, vous vivez des choses aussi compliquées. Parce que là, justement, les charges de travail, la pression, etc., plus les choses que vous voyez. Est-ce que des fois, on vous dit d'aller voir des psys? Est-ce qu'il y a une prise en charge quelconque? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, en libéral, on va balayer le sujet tout de suite. Non, parce que tu es tout seul, tu es ton chef d'entreprise, donc tu as beau voir des choses, tu as une médecine du travail, je sais pas, moi j'en ai jamais vu en 2 ans de libéral, et à moins que les soignants le demandent, je pense pas que ça leur est proposé, je sais pas, peut-être maintenant. À l'hôpital, à l'époque, moi j'ai vu des choses assez traumatisantes aux urgences. Après certains événements traumatisants, on est venu nous voir en nous disant, si vous voulez, vous pouvez aller voir la psychologue, machin. Soit on y va ou on n'y va pas, il n'y a pas de contrôle. Mais on a quand même une opportunité d'y aller. Après, dire à un soignant, va voir la psychologue du travail, il a toujours un peu peur que ça soit répété au DRH, tu vois. Ce que je vais lui dire, par exemple, je vais voir la psychologue et je lui dis, bah moi, je sais pas, tous les soirs, je bois une bouteille de vin parce que pour oublier. Est-ce qu'elle va pas le répéter, que je vais être jugée dangereux, que je vais perdre mon boulot, tu vois. Il y a toujours, on ne sait pas trop la confidentialité. On sait, normalement il y a le secret médical, mais il y a toujours cette crainte au niveau des soignants que Mm. ça se sache. Ça, c'est le premier point. Ensuite, maintenant, avec le temps, il y a dans chaque établissement une médecine du travail, un psychologue du travail, mais avec pareil, pas assez de moyens. Par exemple, au CHR de Metz, là où je travaillais, tu as une psychologue de travail pour tout l'établissement. Il y a 6000 agents, quoi. Tu vois.
Donc, oui, tu peux prendre rendez-vous, mais elle peut pas suivre. Ah, ça va être comme les médecins traitants aussi, pareil. Voilà. Rendez-vous. Après, les gens ont plus de mal à aller voir, comme je te disais, leur psychologue sur le lieu de travail, Mm. ainsi que leur médecine du travail de l'hôpital. Bon, il y a un truc de fou, hein. La médecine du travail, elle fait partie des ressources humaines, de la direction des ressources humaines. C'est bizarre quand même. Il n'y a pas un conflit d'intérêt Bah là? voilà, donc et je comprends qu'il y a des gens qui n'y aillent pas. Pendant le Covid, tu vois, je te donne des exemples, hein, parce que c'était hyper dur chez nous dans l'Est. Dans notre hôpital, ils ont mis en place une ligne téléphonique d'écoute. Tu pouvais appeler si tu avais un problème. Je crois qu'il y a eu 30 appels. Parce que les gens n'avaient pas confiance, je pense, en se disant est-ce que ça sera vraiment confidentiel ou pas. Et c'est pour ça que je vais rebondir dessus, je me suis engagée dans une association qui s'appelle SPS Soins aux professionnels de la santé, Mm. qui, elle, a une ligne dédiée d'écoute. C'est une association pardon, qui existe depuis 10 ans, qui a été fondée par des professionnels de santé pour les professionnels de santé. Parce que les fondateurs ont eu des cas de grosses souffrances de proches ou jusqu'au suicide. Et ils se sont dit, il y a 10 ans, on ne parlait pas des suicides des soignants. Donc ils ont créé ça, c'était un peu tabou. Maintenant, il y a des aides des ARS qui comprennent et qui pensent qu'il faut mettre autre chose en place. Mais tu vois, par exemple, cette association, à vie, tous les ans, il faut qu'elle aille voir les ARS en disant est-ce que vous nous aidez? Parce qu'il faut quand même des moyens. Pour une Mm. ligne d'écoute H24, 7 jours sur 7, tu peux appeler, tu as un psychologue en ligne pour tous les soignants. Et nous, les soignants, nous, dans l'association, on dit que les soignants, c'est plus de 60 métiers. C'est pas que infirmière et le médecin, ça va du vétérinaire à l'assistante maternelle, tous ceux qui prennent soin des autres, en fait, et qui ont besoin de lâcher un petit peu. Je crois que ça représente plus de 4 millions de personnes en France. Donc, cette ligne d'écoute, elle est de plus en plus utilisée, mais c'est anonyme, confidentiel, gratuit, et tu sais que tu n'es pas dans ton hôpital et ta direction, quoi. Donc là, les chiffres, ils montent, et on voit, il y a des études, on a fait des études également qui montrent que la souffrance au travail, elle augmente d'année en année, tout le temps. Et cette année, on aimerait que... tu vois, cette année, la grande cause nationale, c'était la santé mentale. Mhm. On aimerait bien santé mentale des soignants l'année prochaine. Pourquoi pas? Après, oui, voilà, ça c'était pour blague à part, mais c'est très important parce qu'on pense qu'un, j'en suis persuadée, un soignant qui va bien, c'est des patients qui sont mieux soignés. Si tu as quelqu'un en face de toi, une infirmière, un médecin qui est à la limite de la dépression et du burn-out, tu vas forcément être moins bien prise en Mm, charge. Voilà. Donc, et je sais que pour reparler de la situation nationale, internationale, que par exemple on a besoin de sous en France, il n'y a plus de sous, on nous explique. Il faut faire des choix, on est d'accord. Mais la santé. Tu posais une question avant, pourquoi infirmière, machin, ou journaliste. Ma grand-mère, quand je me posais la question là, elle m'a dit, elle avait encore la guerre en tête, et elle m'a dit, en temps de guerre, il faut travailler ou dans la santé ou dans l'alimentation. Parce que il faudra toujours te soigner, il faudra toujours manger. Tout le reste, c'est superflu. Elle l'avait vécu. Et c'est vrai que ça m'a marqué ces paroles-là. Et je me dis, vu ce qu'on est en train de vivre actuellement, dans quoi on investit? Il faut investir pour se défendre, c'est sûr, on n'a pas le choix. Mais peut-être que la santé, il faut que ça soit le deuxième poste de défense. Et quand tu entends les gouvernements qui disent on a besoin de faire des économies, on va enlever 5 milliards à la santé. Bon. On est déjà, tu vois, à la corde. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de moyens. Ça fait 25 ans qu'on en demande et on nous en enlève encore. Ah ouais, Je pense que c'est pas une bonne méthode. Ouais. c'est ça. Pas président de la République, ni Premier ministre. On va en revenir à ton livre, justement, qui est là. Donc, je le remontre ici. De soignante, je suis un jour devenue patiente. Voilà, je le remontre là. Aux éditions L'Observatoire. Audrey, pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Alors, pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Plusieurs raisons. Parce que je voulais expliquer à tous les Français ce que je viens de t'expliquer. Que pourquoi les infirmières râlent. Alors, au sens large, hein, pourquoi les professionnels de santé ne sont jamais contents. Parce qu'un jour, mon papa, il me dit, après le Covid, je comprends pas pourquoi vous râlez encore, vous avez été augmenté de 400 €, ils ont dit à la télé. Voilà. Alors, je dis, si lui, mon père, il me dit ça, qu'est-ce qu'ils doivent penser les Français, quoi. Et puis ensuite, j'ai cheminé et on connaît tous une infirmière, un médecin dans sa famille, un kiné, un professionnel de santé, mais est-ce qu'on sait vraiment? Moi, je pensais, quand on est dedans, en fait, non. Mon père, je lui ai dit, mais c'est quoi mon métier? Il m'a dit, tu fais des piqûres. Je dis, ouais, pas vraiment.
Pas que ça, en tout cas. Mais pourquoi on se plaint? Voilà, il fallait l'expliquer au monde, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital notamment, parce que j'ai beaucoup travaillé à l'hôpital, mais aussi un peu, ailleurs. Comme je te disais, pour moi, les 2 médecines de ville et d'hôpital, c'est imbriqué et indissociable. Et je voulais, on va peut-être en parler, mais après j'ai été malade, j'ai eu 2 cancers, C'est ces ça. 10 dernières années. Je voulais aussi, montrer quand on passe de l'autre côté, on voit des choses. Bah, je l'ai compris aussi en passant de l'autre côté, j'ai vu des choses, encore plus que quand j'étais infirmière et je me suis dit: «C'est pas possible, on peut pas laisser» on avait quand même le premier système de santé au monde et on peut pas laisser ça partir à volo Mm, et mm, on mm. avait, voilà, je veux que ma fille, si elle doit avoir besoin de soins un jour ou mes parents, elle soit aussi bien soignée que j'ai pu l'être. Donc pour beaucoup de raisons. Je voulais aussi, dire que le cancer, ben, on s'en sort parce que moi, quand j'ai été malade, j'ai cru que je serais morte dans un mois. Voilà, donc je voulais aussi montrer que, redonner de l'espoir et puis faire des propositions parce que j'avais pas envie d'être, l'infirmière, comme j'en ai observé beaucoup, qui râle, qui va déprimer, comme tu en parlais et qui va s'arrêter. Je me suis dit: «Bah, pour changer les choses», moi j'ai un peu un mantra, tu vois? J'en parle, c'est la première citation de mon livre de Gandhi qui dit, «Sois le changement que tu veux voir dans ce monde». Donc je me dis, j'ai toujours été un peu active et je dis: «Bah, si je veux qu'il y a du changement, ben, participe-y et puis écris, dis», Mm, mm, ouais, c'est le moyen que j'ai trouvé pour, m'exprimer. mm, mm, mm. Bah justement, on va parler parce que là, on a beaucoup parlé de tout ce qui était justement les problèmes de l'hôpital, du personnel soignant. On va parler de toi et justement ce côté patiente. Parce que, comme tu l'as dit, tu as eu 2 cancers. On va commencer par le premier. À 36 ans, décembre 2017, on t'annonce que tu as un cancer du sein. Ouais. Dans le contexte, j'avais ma petite fille qui avait 1 an, je venais de reprendre le boulot il y a 2 mois. J'avais fait des examens parce que j'étais, suivie, parce qu'il y a 10 ans avant, j'avais eu un kyste qui avait été opéré, une tumeur, mais qui était bénigne. Donc j'avais un suivi, une mammographie, une échographie tous les 2 ans. Donc je venais de faire tout ça 2 mois avant. Et là, un jour, sous la douche, je sens une boule dans le sein, voilà. Donc quand même inquiète. J'avais déjà vécu ça 10 ans avant, je te disais. Mais comme j'avais vécu que c'était bénin, voilà. Mais je sais pas, j'étais pas tranquille. Donc le lendemain, j'avais rendez-vous chez la médecin de ma fille pour, ses vaccins, donc je lui en parle. Et elle me dit: «Oh, bah, à 36 ans, voilà, il y a pas d'inquiétude, pas de stress, ça doit être hormonal, retour de grossesse et cetera». Et bon, elle voyait que j'étais pas tranquille, donc elle me prescrit quand même une échographie et sans urgence, elle me dit. Donc moi, c'est ce que je dis, hein, à la secrétaire quand je prends rendez-vous et quand je vais au rendez-vous, 7 décembre 2017, dans mon hôpital, hein, je travaillais, j'y suis descendue juste avant de travailler, au service de radiologie et la radiologue, j'ai vu dès qu'elle a posé, son regard, en fait et j'ai su que c'était pas bon et elle m'a dit tout de suite: «C'est un cancer». Je lui ai demandé: «C'est un cancer?» Elle m'a dit: «Oui». Donc là, le monde, il s'effondre parce que, 36 ans, un bébé d'1 an, tout allait bien dans ma vie. J'étais vraiment Mm. épanouie professionnellement, Ouais. personnellement et je me dis: «C'est pas juste, quoi». Ce que Pourquoi, tu dis, ouais, t'avais ouais, l'équilibre à ce moment-là. Ouais. c'était, une des premières fois dans ma vie, j'ai eu des situations un peu tumultueuses avant où j'étais, toute bien, quoi. Mm. Donc je trouvais ça dégueulasse. Alors 1er sentiment d'injustice en premier, ouais et puis ensuite, bah, la peur parce que, je crois que c'est aussi une maladie des soignants. On est tous, un peu, victimes de chocs post-traumatiques. Avec tout ce qu'on a vécu, on voit toujours bah, par exemple, aux urgences, tu vois les accidents, le pire qui arrive et cetera et tu vois pas, la guérison, ceux qui vont bien, qui viennent pas à l'hôpital et j'ai appris ça aussi parce que je me suis fait suivre par une psychologue, pendant le cancer du sein, pendant les traitements, qui m'a dit: «Oui, mais en fait, vous avez un choc post-traumatique». «Ah Ah bon?» ouais? Et tous les soignants, a priori, qui travaillent dans des services comme, la réanimation, les soins intensifs, les urgences, souffrent de ça. Bah, je vais te donner un exemple tout simple, ça fait toujours beaucoup rire. Moi, heu, il a un travail où il rentre pas à des horaires, fixes, Mm, il mm, était mm. commercial et mais il rentrait toujours entre 18 et 19 heures. Et puis au début, hein, ça devait faire 1 ou 2 mois qu'on était ensemble. 18 heures il est pas là, bon, 18h30 pas là, 19 heures pas là. Je l'ai appelé, je pense, entre 19 heures et 20 heures 80 fois.
Il est rentré à 20h, foudrage. Il m'a jamais décroché. Il est rentré foudrage. Je dis, t'es complètement cinglé, qu'est-ce qui t'arrive? Et moi, je pleurais. Et il me dit, oui, mais si je dois te tromper, je te tromperai. Bon, voilà. La provocation. Ouais, c'était. Mais moi, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais quoi? Je dis, mais moi, je croyais que t'étais mort dans un fossé. Moi, en fait, j'étais sûre qu'il avait un accident. Et ça, je l'ai dit à la psychologue. C'est là qu'elle m'a dit, vous avez un choc post-traumatique. J'ai réalisé 10 ans après être partie des urgences que c'était pas normal. Elle m'a dit, mais personne réagit comme ça. Même lui, il me l'a dit. Il m'a dit, mais t'es complètement folle. Il me dit, pourquoi tu penses tout de suite à ça? Lui, il avait cru que j'avais peur qu'il me trompe. Et moi, j'ai été persuadée qu'il était mort et j'étais en train d'appeler les urgences déjà. Donc, et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas normal. Après, j'en ai parlé. Quand on est soignant, on a beaucoup d'amis aussi dans le métier. Donc, j'en parlais à mes collègues. Ils me disaient, ah bah oui, moi, j'aurais pensé comme toi. Et les gens qui sont pas du tout dans le métier, bah, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais ils me disent, mais Non, moi, pourquoi tu penses ça? moi, j'aurais attendu, perso. Mais après c'est normal parce que, effectivement, et c'est très bien que tu le dis parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Même si, en réalité, c'est quelque chose. Bah, c'est parlant aux gens. Et c'est vrai que moi, je m'étais pas rendu compte que c'était pas normal. Parce que quand on entend justement ces histoires de stress ou de choc post-traumatique, c'est plus au niveau des militaires, c'est plus. Oui, ou un attentat. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais Et en fait, là, là, c'est la répétition de petits chocs. Je veux dire, voir une petite fille de 2 ans qui meurt. J'ai fait un accident de bus où eh ben, il y a une jambe là et la tête là-bas. Voilà, je fais pas de dessin, mais toutes ces petites choses accumulées et toutes ces violences ou annoncer la mort même d'une personne très âgée ou même très malade à la famille, répéter ça très souvent, ça abîme et apparemment ça cause des petits traumatismes qui ensuite vous souffrez d'un choc post-traumatique mais que tu t'en rends pas compte. En fait, c'est l'accumulation de petits éléments. waouh, j'avoue que. Et donc c'est pour ça que l'association SPS, moi je m'y retrouve et je m'y suis investie parce que en plus de la ligne d'écoute que je te disais de psychologue, ça donne aussi des ressources parce qu'il y a 10 ans ils ont créé cette ligne d'écoute qui est toujours active, mais ils se sont dit on va pas faire que ça. Le mieux c'est de pas en arriver là, et d'avoir besoin d'un psychologue, de se préserver, de se former avant pour avoir des ressources. Voilà, et ils proposent tout ça et moi je trouve ça formidable et je pense qu'il faudrait que les soignants aient accès vraiment, c'est la prévention. Je milite beaucoup dans mon livre aussi pour la prévention parce que je pense, alors autant là pour la santé mentale des soignants que pour toutes les maladies chroniques. Tu vois, quand Monsieur Braun, par exemple, Dr Braun a été nommé ministre de la Santé à l'époque, je parle de lui parce que c'était un médecin de mon hôpital, donc voilà, on se connaît. On était hyper contents parce qu'il a été nommé ministre de la Santé et de la Prévention. On s'est dit, enfin, ils ont compris, ils vont faire de la prévention. Pour moi, il faut investir massivement dans la prévention pour diminuer même les maladies chroniques plus tard. Alors, c'est sûr, ça a un coût maintenant, mais plus tard, on en verra les effets. Bon, les Français, ils ont du mal à... Le gouvernement actuel a du mal à combattre, et puis ceux d'avant, parce que c'est pas toute leur faute, mais ça fait 40 ans que ça dure, ils ont du mal à prévoir, alors que normalement, gouverner, c'est prévoir. Mais il y a beaucoup de réactions dans l'urgence. Tu vois. Il y a ça, on fait ça. Mais si maintenant on disait on fait une grande loi de programmation santé sur 10 ans, où on va investir massivement dans la prévention pour qu'il n'y ait pas d'adultes, qu'il n'y ait pas 50% d'adultes obèses dans 20 ans, que les enfants n'aient pas de problème de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'obésité, de surpoids, etc. Voilà. Donc je milite beaucoup pour la prévention maintenant, dans tous les domaines. Tu as bien raison. Donc là, le premier cancer. Donc, Oui, j'ai dévié, pardon. Non, c'est très bien. Non, mais c'est très bien. C'est très bien ce que tu as dit. Même ce que tu disais sur cette histoire de choc post-traumatique, parce que je ne savais pas. Nous ne savions pas. Et donc, justement, premier cancer. Maintenant, il me semble que tu es chez toi à un moment donné, en janvier 2021. Tu saignes abondamment. Décembre 2020. Ah, 2020, désolé. Non, mais les mois de décembre, c'était pas très bon pour moi. Tu saignes abondamment et après, tu te rends justement à l'hôpital. Et là, on te dit, tu as un cancer de l'utérus. Ouais, en Du col raccourci, de- mais ouais. 3 ans après le cancer du sein, où j'ai fait tout, chimio, 2 opérations, radiothérapie, etc. La totale, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai 40 ans, j'ai déjà eu tout ça avant 40 ans, maintenant on fait table rase, on recommence deuxième partie de la vie, voilà. C'était pas facile, mais on a réussi, voilà. Et je vais plutôt bien, mentalement, moralement, tout. Je
reprends le boulot et pareil, un soir, je rentre du boulot. C'est le 18 décembre exactement 2020. Je rentrais des courses de Noël. Et le soir, je suis au téléphone avec. J'ai des engagements associatifs, donc voilà. Et me sens mouillée, je me lève et il y a du sang partout, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça Mm. maintenant? Donc oui, ça fait un peu flipper. C'est un vendredi soir. Je me dis, je vais pas attendre lundi le docteur. Il est 18 h, je fais quand même à manger à ma fille, je la couche. Bon, et puis à un moment, ça s'arrête pas de saigner. Donc à 21 h, je dis à mon mari, je vais aux urgences. Je commence à flipper, quoi. Mm. Mais jamais de la vie, j'imaginais que ça soit un deuxième cancer. Parce que quand vous avez eu un cancer, après, vous êtes suivi comme du lait sur le feu. Tu vois, j'avais des examens tous les 3 mois, des PET scans. Donc, bah, ça sera un cancer du col de l'utérus, mais je faisais mes frottis hyper régulièrement. Voilà. Donc, je vais aux urgences en me disant, c'est peut-être un fibrome qui saigne, je sais pas, je fais une hémorragie. Et l'hémorragie s'arrête dans la nuit aux urgences. Et la sage-femme qui me m'ausculte, par contre, elle me dit, vous faites régulièrement des frottis? Alors, je lui dis, oui, oui. Elle me dit, bah, parce qu'il y a 2 petits trucs sur le col, j'aime pas trop, on va faire une biopsie. Ah, et là, je m'effondre parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi biopsie? C'est quoi? Vous aimez pas trop? Et bon, elle est rassurante en me disant, non, mais de toute façon, vous avez un bon suivi, vous faites des frottis, donc il n'y a pas de raison. Mais elle me dit, de toute façon, même si c'est des lésions, je ne sais pas si tu sais, mais on a beaucoup parlé du cancer du col de l'utérus avec le vaccin, le garde-asile pour les garçons et pour les filles, Mm. qui est très important, parce que ça se transmet aussi aux garçons, et que c'est les garçons qui le transmettent en général. Euh, J'avais pas ce vaccin à l'époque, on l'avait pas quand j'étais adolescente. Ouais, elle me dit, si c'est un cancer du col de l'utérus à cause du papillomavirus, Mm, mm, ce pourquoi maintenant il y a le vaccin, c'est pas très grave, c'est pris à temps, on le voit au tout début de la lésion, on enlève avec une conisation, mm. ça s'appelle un tout petit bout du col, et puis voilà, c'est réglé. Bon, je m'attendais plutôt à ça. Et sauf qu'à mes frottis, il n'y avait jamais eu de papillomavirus, donc pas de raison. Donc, les résultats ne tombent que mi-janvier, ouais. Et là, on m'appelle et on me dit, bah, je vais voir la gynéco qui m'annonce les résultats en me disant, c'est un cancer, il faut opérer, il faut refaire des rayons. Alors là, c'est, je pense, le coup de massue, parce que là, j'ai trouvé vraiment très, 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 très injuste. Je me suis dit 2 fois. J'ai fait toutes les épreuves du corps, parce qu'il y a des cancers du sein où tu as juste la radiothérapie, ou voilà. Moi, j'ai tout eu, chimio, voilà. Je m'en suis sortie, je pense. Voilà. Et deuxième, quoi. J'ai jamais fait de mal dans ma vie. Je me suis dit, merde, j'ai un mauvais karma, quoi. Voilà. Donc là, vraiment plus abattue, alors qu'il n'y avait pas de chimio cette fois-ci. Juste, entre guillemets, une opération et des rayons. Un peu moins lourd les traitements, mais je l'ai beaucoup plus mal vécu. Mm, 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 mm. Et quand on a justement 2 cancers, comment ce passage de l'autre côté, il a changé ton regard sur le métier de soignant? Ça va pas te plaire ce que je vais dire, je pense. Non, mais Ah, ça n'a pas vraiment changé mon regard. Mais j'attendais qu'on me soigne comme moi je soignais les gens. mm, mm, Bah, en fait, j'aurais aimé. Et j'ai vu des choses. J'ai été parfois maltraitée. Je raconte un petit peu. Alors, j'ai été hyper bien soignée. Je m'en suis sortie. Mais j'ai vu des attitudes parfois qui m'ont blessée et énormément choquée. Je raconte une ou deux dans le livre, pas toutes, mais j'ai rencontré énormément de gens bienveillants aussi. Mais on retient souvent le pire. mm, 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 mm. Et du coup, j'étais un peu écœurée et j'avais même plus envie d'être soignante. Je suis restée 2 ans et demi en arrêt après le cancer du col de l'utérus, alors que plus longtemps qu'après le cancer du sein. Alors que les traitements, au bout de 3 mois, j'aurais pu retourner travailler. Mais psychologiquement, j'avais plus envie de retourner travailler, d'être de ce milieu. J'étais vraiment écœurée. Et puis par beaucoup de soignants, par tout ce qui s'était passé aussi après le Covid, tu sais, contre les soignants qui hésitaient à se Mm, vacciner, mm, la mm. guerre, des soignants suspendus, euh, applaudis pendant le Covid par la population, et après c'était des parias. Je sais pas, j'avais plein de choses qui remontaient, j'avais plus envie d'être soignante. Voilà. C'est surtout ça que ça a changé. J'y suis quand même retournée, mais tu vois, j'avais déjà dans l'idée de faire autre chose, donc j'ai écrit ce livre et j'ai voulu alerter. Alors je suis toujours entre les deux, je pense qu'il faut sauver le système de santé, mais pour l'instant, j'ai plus envie d'en faire partie forcément. Mm, mm, mm. Et
Donc là, en fait, ouais, c'est là, là tu parles des difficultés que tu as rencontrées. Enfin, plutôt, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que patiente, même si tu connaissais ce système de santé? Bah, beaucoup de difficultés administratives ou pour prendre des rendez-vous. Encore maintenant, hein, pour téléphoner, moi j'ai pas plus de facilité que toi si t'appelles un ophtalmo ou après quand on a du réseau, on arrive. Mais je me dis, mais ceux qui ont pas de réseau, qui sont pas dans le milieu, mais ça doit être horrible. Je comprends qu'ils s'énervent, tu vois. Donc ça, ensuite les difficultés à m'orienter dans l'hôpital, tout simplement. Moi, c'était mon hôpital, donc c'était facile d'aller là. Souvent, quand j'arrivais, je me disais, ouais, mais une dame âgée avec un cancer là qui arrive toute seule, comment elle fait pour trouver? J'ai vu toutes les choses qui n'allaient pas en fait de l'extérieur. Et le pire pour moi, ça a été qu'on perd complètement, comment dire, je trouve plus mes mots, mais par exemple, la maîtrise sur sa vie. On m'appelait, on me disait, ben, demain, IRM à telle heure, après-demain, PET scan à telle heure, il faudra être là. Moi, à chaque fois, je leur disais, non, je peux pas. Ça m'énervait qu'on me demande pas, on vous devez faire un PET scan, quel créneau vous arrangerez. Moi, je leur disais, Mm. mais moi, j'ai une vie, hein, j'ai une fille, j'ai des choses à faire. Bon, à la fin, je m'y rendais toujours, quoi. J'y venais. Mais on vous perdait complètement la maîtrise sur votre vie. Et moi, j'ai besoin d'être un peu maître. Et ça m'a appris un peu ça, le cancer, bon, le naturel revient en galop, hein. Mais j'avais appris un petit peu à lâcher et à me laisser guider ou j'avais pas le choix. Bon, bah, j'aime toujours pas hein, qu'on me force et qu'on me dise. Hein. Mais ouais, ça apprend ça et ça apprend un peu. Du coup, ça me montre un peu pas la maltraitance, mais ceux qui sont pas passés par là. Quand j'étais soignante, j'avais pas l'idée que ça pouvait choquer. Mm, mm, Je pensais, mm, je prends tous les rendez-vous pour la dame là, elle va être contente. Alors peut-être qu'il y en a qui s'appelaient. Mais essayez de se mettre et dire qu'est-ce que vous préférez. Vous préférez qu'on vous prenne vos rendez-vous? Vous avez des impératifs? Voilà. Plutôt que d'être en sachant, en soignant, c'est-à-dire le docteur, l'infirmière, et mm, le malade dans son lit qui sait rien. Et voilà. mm, mm, Je trouve mm, la mm. position, voilà. Et c'est pour ça que je milite aussi, je vais le placer, pour les patients partenaires. Je trouve que c'est hyper important. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est un nouveau Mm. truc. Il y a un DU, même à la Sorbonne, de patients partenaires, patients experts. C'est-à-dire que tu es expert de ta maladie. Par exemple, toi, tu as un diabète depuis que tu as 5 ans. Même si le médecin il est diabétologue, il n'a pas eu de diabète, lui, il ne sait pas qu'est-ce que ça fait de se piquer et tout. Et maintenant, il y a une formation de patients experts, ça s'appelle, dans les maladies chroniques comme le diabète, par exemple, l'obésité, les insuffisances cardiaques, rénales, etc., où tu peux aller aux côtés des équipes médicales. T'es pas médecin, t'es pas infirmière, mais tu es un peu entre les deux. Tu vois. Moi, ça me plairait pas mal encore. Mm, 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 mm. Patient expert pour être entre le soignant et le patient et aider le patient et aider aussi le soignant à voir autrement. Par rapport justement à ta maladie, on voit que tu as reçu quand même beaucoup de soutien de la part de tes proches, de tes amis. Il y a une de tes amies, justement, j'ai omis le nom, qui elle aussi avait un cancer du sein qui a été là pour toi. Donc le premier cancer, Sylvie, voilà. Et comment on se sent, enfin, la vie de famille, comment elle est bouleversée, ainsi que ta vie de femme, quand on a ces deux maladies. ouais. Bah, en plus, jeune, quoi, 36 ans, tu vois, tout allait bien dans ma vie, hein, autant avec mon mec, dans ma vie de famille, voilà, tout allait bien. Ah bah, déjà, tu perds un peu ta féminité parce que tu perds tes cheveux. Moi, je me regardais dans le miroir le matin, j'avais l'impression de voir mon frère, je m'effrayais. C'était- non, mais véridique. J'ai pu regarder de miroir, je ne supportais pas de me regarder. Alors que, quand on m'a dit, va falloir faire de la chimio, tu vas perdre tes cheveux, je me suis dit, c'est pas grave si je suis encore vivant dans un mois, j'en ai rien à foutre des cheveux, ça repousse. C'était ma première réaction. Et le jour où c'est arrivé, j'étais sûre, hein, j'étais déjà allée acheter 2 perruques, comme moi tout allait bien, j'en rigolais. Et le jour où ça arrive, on peut jamais, ça c'est une grande leçon aussi du cancer, on peut jamais savoir comment on va réagir avant que ça nous arrive. Ça, moi, j'en suis persuadée. Je jugerai jamais personne et tous les gens maintenant que j'aide, parce que quand vous êtes passé par là et que vous avez écrit un livre, il y a aussi plein de gens maintenant qui m'appellent. Malheureusement, une personne sur 4 est confrontée à un cancer et j'essaye de rendre l'appareil de ce qu'on m'a aidé à l'époque. J'ai des copines qui m'appellent et qui me disent j'ai fait une mammo, c'est un cancer, qu'est-ce que tu peux m'aider, ou qui sont en pleurs, voilà, et que j'essaye d'aider du mieux. Et je leur dis toujours, quand elle me dit mais moi ça sera pas grave, je lui dis tu sais pas. Je lui raconte pour mes cheveux, moi le jour où c'est arrivé,
J'ai pleuré, je m'y attendais pas du tout. Alors que j'étais sûre que ça allait passer crème, quoi. Et donc, ouais, on perd sa féminité. Je me supportais plus dans un miroir. Donc, le regard de son mec sur soi, bon, bah, c'est difficile. Après, moi, j'ai un mec en or. Et comme je dis dans le livre, bah, il s'appelle Constant. Et il est resté constant. Il porte très bien son prénom. Il n'a jamais. Bah, même s'il a vécu, je pense, des choses difficiles, je l'ai vu pleurer, mais une fois. Il va m'engueuler s'il sait que j'ai dit ça. Mais j'ai jamais senti, en tout cas dans ses yeux, ni le dégoût, ni un changement d'attitude, en rien, quoi. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Les amis, la famille, c'est primordial, hein. J'avais des collègues où j'ai vu leur regard changer quand ils me regardaient. Mais malgré eux, c'est pas. Même maintenant, si toi, je sais pas, quelqu'un de ta famille dit j'ai un cancer, tu vas être triste et ça va se voir dans ton regard. C'était pas de la pitié, peut-être, ou juste de la tristesse, mais moi, ça m'a blessée. Et en fait, ceux avec qui je suis restée amie et très proche, c'est ceux où j'ai pas vu ça, je pense. Je pense, hein. J'ai pas fait exprès de choisir, mais c'est ceux qui disent on va être là, tu vas t'en sortir, voilà, et qui étaient là. Juste, parfois, il y a des gens sur lesquels on pensait pas qu'on pouvait compter et qu'on découvre là plus que des amis, qui vous envoient. Par exemple, j'ai une amie en tête on était copines, et là, tous les mardis, j'allais à la chimio le mercredi, tous les mardis soirs, elle m'envoyait un message, je pense à toi pour demain. C'est rien, hein, mais c'est resté, ça m'a beaucoup touchée. Et d'autres gens qu'on pensait très proches et le cancer, ça leur a fait peur, c'était peut-être contagieux, donc qui se sont éloignés. Bon, il y a des réactions aussi bizarres. Ouais. Mais non, mais en gros, j'étais hyper bien entourée. Et j'ai de la chance, hein, parce que j'avais pas de problème, comme je dis souvent, ni financier, ni j'étais pas toute seule, mère isolée, ou comme ça peut arriver. Et du coup, j'ai eu que à penser à guérir, à me soigner. Et voilà, et tout le reste, c'était facile. Dans ton livre, page 77, tu dis, je n'aurais pas parié un sou sur l'importance du moral dans la guérison. En fait, l'idée ne me traversait pas l'esprit, j'étais aimable avec les patients, mais je ne prenais pas en considération sa véritable influence. Il me semble aujourd'hui que je mets un accent plus vrai dans mes propos lorsque je parle à des malades pour les inciter à se raccrocher à ce qui boostera leur morale. Ce n'est pas une science exacte, je le concède, mais je crois fermement en présence à sa valeur dans le processus de guérison, au-delà de la compassion, de l'empathie que le patient peut recevoir d'autrui. Quand on est malade, il faut rester acteur de sa santé et ne pas baisser les bras. Ouais, c'est ça. Ce que je te disais, moi, être acteur, faire. Je pense c'est cliché, hein, mais un patient dans un lit, on lui dit vous avez un cancer, et qu'on voit dans son lit qu'il se lève pas, qu'il bouge pas, on va le chercher, on va dire monsieur, faut vous lever, faut vous laver, monsieur, faut manger, et qui attend tout ça. Moi, dans ma tête, en tout cas, il va moins bien s'en sortir que quelqu'un qui se dit je vais y aller, je fais, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, et qui change rien à sa vie. Moi, je pense qu'il faut rien changer à sa vie. C'était un conseil aussi que la psychologue m'a donné au tout début de ma maladie, par rapport à ma fille, par exemple. Je dis, mais comment ça va se passer? 1 an. Alors, elle m'avait fait rire, la psychologue, à l'époque, parce que je lui avais dit, par exemple, si je perds mes cheveux. Elle me dit, bah, votre fille, là, alors, ma fille n'avait pas de cheveux jusqu'à 2 ans. Donc, elle me dit, bah, elle n'a pas de cheveux. Son père, il n'a pas de cheveux. Donc, pour elle, ça sera normal. Ça ne va pas la choquer. Et effectivement, elle a jamais. Bon, elle avait 1 an. Voilà, et puis, elle m'avait surtout conseillé de rien changer à sa vie. Elle allait chez la nounou depuis 1 mois. C'est pas parce que j'arrêtais de travailler qu'il fallait que j'arrête. Il fallait tout faire pareil. Et je pense qu'avec ce que j'ai fait avec ma fille, il faut le faire avec les patients. Il faut que les patients qu'ils ne changent rien à leur vie. Rien, c'est-à-dire, si vous travaillez, vous pouvez vous arrêter, ça fatigue, etc. Il faut faire moins de sport. Mais si on a envie de continuer à faire du sport, qu'on se sent, il faut continuer. Je pense qu'il faut vraiment être acteur, se lever tous les matins, faire la même chose qu'avant. C'est pas facile, hein, parce que Sûr. j'aurais pas eu ma fille. Souvent, je dis, le matin, je serais restée dans mon lit à pleurer peut-être et me dire pourquoi moi, ce que j'avais envie de faire. Mais quand je l'entendais m'appeler à 1 an, maman, faim, on se lève. Et souvent, Ouais. je dis, c'est elle qui m'a sauvé la vie. Mais c'est ça, quand vous êtes un proche de quelqu'un qui a une maladie, vraiment être à côté. Quand vous sentez qu'il n'a pas le moral, lui dire je viens de chercher, on va faire les soldes, on va acheter des fringues, si c'est ce qu'elle aimait bien faire avant. Pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, essayez de ne pas changer. Moi, j'aurais pas apprécié que mes amies, j'ai pas apprécié d'ailleurs certaines qui appelaient plus ou qui n'étaient pas comme avant. Par exemple, des collègues. On a un humour un peu spécial, les soignants parfois, et des blagues sur le cancéreux ou la cancéreuse, voilà. Et ma collègue,
J'allais souvent encore les voir, même malade. Elle me sort une blague, pareil, sur une dame qui a un cancer et tout. Et puis là, tout à coup, elle me regarde. Je vois, dès qu'elle le dit, elle dit pardon, pardon, pardon. J'ai dit ah non. J'ai dit comme avant. Ça change rien, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on peut être surpris, mais non, je pense qu'il faut rien changer. Et après, il y a le destin aussi. Il y a des gens qui se battent comme des lions et qui vont pas s'en sortir. Et d'autres qui se battent un peu moins, qui s'en sortent. Mais non, ouais, je pense que c'est important. Après, moi, j'ai toujours été, comme je dis, pas que aimable. Je pense que j'ai soigné les gens comme j'aurais aimé être soignée. Je ne veux pas dire que j'étais parfaite. Il y a des fois où vous êtes plus fatigué, où vous avez moins le temps, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment inclure le malade. Et c'est pas que être gentil, quoi. Il faut essayer qu'il garde le moral et rigoler, prendre un peu de temps. Et c'est aussi pour tout ça que je me bats, parce que si t'es pas en nombre et que t'es pas suffisant, bah t'as pas le temps de faire ça. Et ça, c'est le plus important. Aussi important que les médicaments, je pense. Et donc là, ce qui t'a aidé en fait à tenir face à cette épreuve-là, notamment, c'est ta fille. Ah oui, oui. Clairement, je dis souvent qu'elle m'a sauvé la vie, oui. Pour ça, pour pas me morfondre, pas me laisser aller. Pareil, c'était l'hiver, tu vois, c'est en décembre que j'ai appris le cancer du sein. J'ai commencé la chimio en janvier. Tous les jours, ma fille, pendant 1 an, j'avais pris un congé parental, jusqu'à ces 1 an. Et tous les jours, on allait promener. Quand elle était chez la nounou, là, après, la nounou, il sortait promener des heures et des heures, tout le temps, hiver comme été. Donc là, le premier truc, quand elle avait mangé, elle me disait dehors, 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 sortir. Et là, le jour où j'ai perdu mes cheveux, tu vois, je voulais que personne me voie. Je lui dis non, 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 aujourd'hui on sort pas. J'avais mis un bonnet sur la tête et elle pleurait dehors, dehors, dehors. Bah, tous les jours, je continue à aller marcher avec elle 1 heure en poussette, tu vois. Et au lieu de rester au lit à pleurer, parce que fatiguée, avec la chimio, t'es aussi fatiguée, mais je me forçais, j'avais pas le choix, il fallait que j'aille avec elle. Donc c'est souvent pour ça que je me dis, ça fait rire parfois, mais je dis souvent, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Tu vois. Heureusement Ouais. que j'ai eu ma fille avant, parce que on m'a envoyé ça pour m'en sortir. Mm, mm, mm. Et justement, donc je remontre encore une fois ton livre, le voici. Donc de soignante, je suis un jour devenue patiente. Euh, Quel était ton message essentiel par rapport à ce témoignage-là? Bah, comme je te disais, déjà, garder espoir, parce qu'une personne sur 4 qui aura un cancer, la plupart du temps, on s'en sort quand même. Mm, mm. Voilà, donc dire qu'on peut traverser tout ça et aller quand même, je vais très bien, tu vois. Et je fais plein de choses. Et j'ai toujours fait plein de choses. Et encore plus malade, je crois, parce que j'avais le temps, parce que je ne travaillais plus. Et donc vraiment, être acteur, si vous êtes malade, bah, ça arrivera à plein de monde. C'est pas une tare, c'est pas on vous punit de rien. Ça arrive malheureusement avec la pollution, etc. Mais battez-vous, faites tout ce que vous pouvez, mais soyez acteur de votre maladie et gardez le moral. Et deuxièmement, un message pour les soignants, de se battre et de ne pas se résigner pour rester de bons soignants et continuer à bien prendre en soin les gens et se battre pour un système de santé fort en France. Il faut qu'on oblige, je ne sais pas comment, nos gouvernants à sacraliser la santé comme ils avaient promis après le Covid, que c'était vraiment hyper important et qu'on allait la sortir de la financiarisation, etc., parce Mm. que c'était le plus important au monde. Voilà. Et il faut vraiment qu'on se batte tous ensemble pour ça. Et voilà, j'espère que ça donnera quelques pistes. Ah, écoute, j'espère aussi. Et quelles sont les réactions de lecteurs ou de soignants qui t'ont le plus marqué depuis la parution de ton livre? Si tu as des anecdotes, si tu as des... Ouais, là, comme ça, je sais pas, mais bah, déjà, j'étais un peu. Je signe avec mon vrai nom, etc. Donc, un peu peur de ce que les collègues pourraient penser, s'ils aiment pas, s'ils aiment. C'est vrai qu'on a. Voilà. J'ai que eu majoritairement des bons retours. Bah, j'ai que eu des bons retours de mes collègues, d'ailleurs. Ou ils me l'ont pas dit, mais ceux qui m'ont fait un retour, en tout cas, c'était plutôt positif. Quelques-uns qui m'ont remercié d'avoir parlé, parce que comme je te disais, fonctionnaire, on a un devoir de réserve. Alors, je dis que des vérités, à part pour la confidentialité, parfois changer un nom, voilà. Mais c'est que l'exacte vérité. Donc, je peux pas me faire attaquer, mais avec le devoir de réserve, on n'a pas le droit de critiquer trop l'administration française, etc. C'est pour ça que j'ai pris une disponibilité qui ne me protège pas du devoir de réserve, mais tout le monde n'aurait pas osé parler. Moi, on m'a toujours dit que j'avais une grande gueule, c'est vrai, c'est la vérité. Mais du coup, j'assume et ils m'ont remercié pour ça, parce que de l'avoir fait. Bon.
Après, de ma famille, je me suis pas beaucoup livrée à ma famille sur mes parents, par exemple, sur la maladie, parce que je suis la seule dans le milieu médical dans la famille et c'était un peu moi le pilier. Donc j'avais tellement peur de. Bah, le premier cancer, c'était déjà dur à dire à ma maman, quoi. Le deuxième, je me suis dit, je vais l'achever. Parce que, voilà, donc je leur ai pas tout dit. Ils ont appris des choses dans le livre. Ok, Ils m'en ont voulu un peu. Bah, ma maman m'a dit Ah, mais t'as bien caché des choses. Hein. Je dis Oui. c'était pour te Donc, préserver aussi. oui, Bah oui. oui. Bah, ouais. Par Elle a- pudeur un peu aussi. Voilà, mais, Exactement. voilà. Non, mais plutôt des bons retours. Donc en global, donc la réception a été bonne même pour les gens qui ont lu le livre, qui t'ont dû t'envoyer des Ouais. messages sur les réseaux sociaux. Ouais, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux pour me remercier de pas être un livre de complaintes de l'hôpital, que ça va pas, voilà. Mais surtout de donner des propositions pour que ça aille mieux. En fait, c'était le but aussi avec Mm. les éditions de l'Observatoire, c'était notre but, on voulait travailler pour donner des propositions et pas faire une énième plainte, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des livres sur la santé et qui montrent tout ce qui va pas. Mais Mm. Et si tu devais résumer en une phrase ce que la maladie elle t'a appris, ce serait quoi comme phrase? Si c'est tu... compliqué. Hein. Je suis pas forte pour résumer, t'as vu, je fais des livres. en une phrase, est-ce que t'as... Parce que est-ce que déjà la maladie elle t'a appris des choses sur toi? La résilience, ce genre de choses-là, non? Ouais, avec le recul, maintenant, je me dis, bah, à l'époque, il y a un truc drôle. Hein. J'ai toujours dit, toujours, d'aussi longtemps que je me souvienne, jamais je ferai de la chimio. Depuis que je suis infirmière, hein, que je voyais les effets et tout ça. Jamais je ferais ça. Je trouve que je suis plutôt médecine douce, médecine chinoise, etc. Je disais toujours, Acupuncture et tout, ouais, ouais. jamais je ferai de la chimio. Ce qui doit arriver arrivera, tout ça. Le jour où on m'a dit cancer du sein, chimio, je me suis pas souvenue de ça. C'est après. Quand la première chimio que j'ai fait, je me suis dit, bah merde, j'ai dit que j'en ferai jamais. Et c'est pour ça que je dis, ça m'a appris à ne jamais dire jamais ou ne jamais juger. Déjà avant, je jugeais pas trop les gens, parce que pour moi, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais on peut jamais se mettre à la place de quelqu'un et on peut même pas dire pour soi-même ce qu'on ferait tant que c'est pas arrivé. Donc la phrase, c'est ne jamais dire jamais. Si tu Ouais, devais moi, résumer. je disais déjà ça avant. Mais... Et je Bah disais ouais. déjà aussi souvent, il n'y a pas mort d'homme. Et ça énervait beaucoup mon conjoint d'ailleurs. Et je le dis encore plus maintenant. Rien n'est grave, quoi. Je veux dire, faut profiter de la vie. Non, si on devait résumer un truc, c'est faut vraiment profiter de tous les instants. Moi, je suis un peu épicurienne, je profite de... Mm. Et surtout, profiter. Et justement, donc en tout cas, moi, en tout cas, j'ai lu ton livre. Effectivement, c'est un livre qui mêle justement ton parcours personnel déjà, justement, comment tu es devenue infirmière, tes les différents services que tu as occupés, bah aussi la maladie, tu vois, on est avec toi, on voit ce que tu traverses, c'est difficile, mais en tout cas, tu t'en es sorti et c'est très bien. Donc, non, mais le plus important, c'est que tout va bien aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, et on est content pour toi, en tout cas. Donc, félicitations pour la rédaction de ce livre-là. Merci. Voilà, c'est tout à fait normal. Audrey, on a une rubrique lecture ici, nous aussi. On va parler de livres. Est-ce que tu as 3 livres à recommander, s'il te plaît? À recommander. Ouais. Là, Peu importe les thématiques. des Carte vieux, des nouveaux, dès qu'ils sortent, ce des que tu conseils veux. lecture. Ce que tu veux. Et ben, en parallèle, parce que ce livre a quand même une petite histoire. Mhm. Bah, je pense que tu sais que c'est compliqué de se faire éditer tout ça. Moi, j'ai une chance folle. Bien sûr, bien Comme je sûr. te dis, j'ai toujours une bonne étoile. On est venu un peu me chercher. J'ai eu cette proposition d'écrire. Elle n'a pas été faite à moi en premier. Elle a été faite à Caroline Brémaud, docteur Caroline Brémaud, qui était... Ah, bah elle a écrit aussi un livre. Voilà. Et elle ne pouvait pas, à cette période, l'écrire parce que, pour des raisons personnelles, et elle était chef de service, voilà, ça n'allait pas. Et donc, elle a écrit un message, éditeur cherche soignante pour écrire un livre. Je l'ai appelée, tu vois, comme quoi... on Ah, se connaît. vous connaissez? On était dans une association pas trop loin Ok. ensemble, de soignants. Et je la connaissais pas avant ça. Donc, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelée juste par réseaux sociaux, quoi, par WhatsApp, hein, dans des groupes WhatsApp. Je l'ai appelée, elle m'a dit écoute, c'est un mec, ouais, c'est une aide-soignante de mon service qui en a parlé, c'est son oncle. Et de fil en aiguille, bon, moi je l'ai appelé, il m'a dit mais c'est génial ton histoire, je cherchais une soignante pour témoigner mais de ce qui n'allait pas à l'hôpital et des propositions, mais j'avais pas idée que ça pouvait être quelqu'un qui avait été malade et quelqu'un qui était engagé associativement. Tu sentais que tu avais besoin d'écrire? Ouais, j'ai envie de parler.
Pas forcément, mais j'ai toujours aimé écrire, donc oui, ou parler à des... Parce que mais quand tu vois le message, toi, tu te dis à ce moment-là, tu te dis, ouais, j'y vais, quoi. ouais, je me suis dit: «Allez, je me lance, quoi». Bah, ça a toujours été un rêve d'écrire. J'ai essayé 1000 fois d'écrire un livre, mais quand tu commences, chronologiquement, je me dis: «Qui ça va intéresser?» Mais c'est les Maintenant gens aussi qui t'ont dit, tu devrais écrire. Non? non, non, Ok. non. Non, non, c'est moi, j'ai écrit plusieurs fois des des livres. Mais maintenant, quand je les relis, c'est pas ridicule, mais il me manquait quelque chose, pour, tu vois, moi, j'aurais écrit chronologiquement. J'ai commencé mes études là, j'ai fini aujourd'hui, quoi. Et je leur ai proposé ça. Ils m'ont dit: Ça va pas trop». Donc ils m'ont aidée. C'est pour ça que je signe avec, Viviane Perret sur mon livre, parce qu'elle, c'est une écrivaine et elle m'a aidée. On a un peu écrit à 4 mains pour elle m'a dit: «Moi, je vais être le chef d'orchestre». Tu vois? Du coup, ça commence quand j'apprends la maladie, ça revient en arrière. Ça, moi, j'étais pas Ouais, capable de le ouais, faire toute ouais, seule. ouais, ouais. Voilà. Après, le reste, c'est moi, mais voilà. Mais voilà, donc c'est le destin. Et donc, je vous conseille le livre que c'est marrant, mais Caroline Brémaud, bah, tu vois, comme quoi tu as des moments dans ta vie. Bah, là, elle a sorti son livre État d'urgence Mhm. qui montre nos livres sont complémentaires. Parce qu'elle montre, déjà, c'est un regard de médecin, du SAMU, et avec toute sa sensibilité, tout, elle vous montre exactement comment que ça se passe à l'intérieur. C'est pas tout à fait comme moi, mais on en rigole souvent en disant que nos livres sont complémentaires. C'est une femme formidable, donc faut lire son livre. Un livre, donc 3. Je l'ai d'ailleurs en plus. Ah bah c'est super. Bah, je peux donner son numéro si tu veux l'interviewer par contre. Ah, t'inquiète pas. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Alors, bah, moi, j'ai adoré le livre des reporters de guerre, évidemment. Donc, il y en a deux. Il y a Dorothée Oliéric, Mhm. qui est grande reporter, je ne sais pas si tu connais. Si. Voilà. Et Maryse Burgot. J'ai adoré les deux parce qu'en plus, Maryse Burgot, avec ses parents agriculteurs, mon conjoint est aussi agriculteur. Donc, voilà. Je m'y suis retrouvée. Et puis après, Ben, ça fait 2 là déjà. ouais, c'est vrai que ça fait 3, hein. Ça fait 3, c'est bon. Voilà, c'est bien. Écoute, Audrey, la tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre, j'ai un livre pour toi. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? Alors, c'est quoi? Bah, tu vas le découvrir. J'adore les livres, mais j'ai une pile à lire comme ça de 50 livres, hein. Alors, Ah, bah écoute. comme tu vois, j'ai écumé tous les salons du livre. Ah, bah J'achète écoute. parce que j'adore. Ouais. Tiens, est-ce Oh que là tu là, peux l'ouvrir devant la caméra et lire le titre, s'il te plaît? bien sûr. Espérons que tu ne l'aies pas déjà. Un cadeau. Non, je l'ai Tu l'as pas. pas? Non. Alors, un super livre, Du vide dans le ventre de Christopher Marajo. Hmm. Ah, c'est aussi... Je connaissais pas, tu vois. Christopher au cinéma quand il ressent une douleur dans le ventre. Il est conduit aux urgences. Ah bah ça va me plaire, ça. Super. Il y a la maladie du. Il avait Il la va bien. maladie. Ouais, la maladie du POC. Ah, je connais pas. Tu vas découvrir. Ah bah avec grand plaisir. Tu vas découvrir. Merci beaucoup. Je t'en prie, Je te écoute. ferai un retour. Quand t'auras filé la pile. Non, mais il y en a que... Tu sais, moi, j'achète beaucoup de livres. J'ai une chance folle, c'est que ma fille adore lire aussi. Donc, on va souvent à la librairie, je me ruine, ou au salon du livre. Et j'achète parce que je rencontre l'auteur ou que je l'écoute et que c'est au feeling, hein, et que ça me plaît. Parfois, c'est pour ça que tu me demandais mes livres préférés en préparation. Là. C'est hyper compliqué parce que je lis de tout. Et alors avant, je lisais beaucoup, juste pour me détendre, un livre par jour, des policiers, des romans, Lévy, voilà, des choses légères. Et maintenant, j'ai envie d'approfondir certains sujets parce que j'ai rencontré la personne, tu vois, Dorothée Oliéric, que j'ai rencontrée à la Salon du Livre. C'est une nana génialissime. Et rien que pour ça, je conseille son livre, tu vois, mais j'adore le personnage aussi. Quand tu les rencontres, tu as plus envie... Ou pas, hein, ça dépend. Voilà, ou pas. Et après, il y a des sujets que j'adore, comme la santé. Alors, par contre, j'étais à un salon du livre, pour l'anecdote, à côté d'une médecin qui écrit. Je me suis dit, les médecins, elle écrit pas sur la santé, hein. Pardon, elle écrit d'autres choses. Je me suis dit, je vais l'aider, je vais acheter son... Mais elle était tellement désagréable et conne que jamais je la lirai. Je vous dirai pas qui c'est, mais... Voilà. Non, mais c'est fou, parfois, il y a des gens, t'as pas... Bah ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et justement, j'ai quelques dernières questions. Comment tu vois l'évolution du métier d'infirmier dans les années à venir? Très bonne question. Alors, je suppose que tu me poses la question là parce que tu as vu qu'il y avait une loi qui était en cours Ouais, pour oui. moderniser le métier et le changer. Alors, comme il manque de beaucoup de médecins et qu'un médecin met 10 ans à être formé,
il va falloir trouver une solution. Ça va pas être possible de rester comme ça pour les patients. Donc on veut donner de plus en plus de rôle aux infirmières. Très bien. Si c'est encadré et fait, par exemple, il y a la formation maintenant d'infirmière en pratique avancée. Tu as fait 3 ans et demi d'études d'infirmière, tu fais 2 ans de plus, très lourdes, pour pouvoir prescrire des choses, suivre des patients chroniques, un peu pallier, comment dire ça, au manque de médecins, Mm. en ayant un rôle un peu d'infirmière supérieure, où tu peux faire d'autres choses. Je trouve que c'est très, 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 très intéressant et très important. Mais tout le monde ne pourra pas faire ça, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Je pense qu'il faut aussi surtout laisser la possibilité à une infirmière lambda de faire le métier comme on le fait actuellement et de ne pas être obligé de faire des choses comme ça. Ça, c'est important pour moi. Par exemple, je me suis un peu énervée l'année dernière quand on a évoqué l'idée que ce soit les infirmières qui signent les certificats de décès. Il y a eu, ils reconnaissent tu sais, il faut que le médecin vienne à la maison pour te déclarer mort. Normalement, c'est qu'un médecin. Il y a une expérience pilote l'année dernière dans quelques régions où des infirmières ont eu envie de le faire. Et ça s'est généralisé là maintenant. Toutes les infirmières peuvent le faire. Peuvent, ne sont pas obligées. Mais je trouve que c'est pas forcément la bonne solution d'enlever des rôles aux médecins pour les donner aux infirmières parce que c'est pas du tout le même métier. Après, si on peut prendre des rôles supplémentaires comme les infirmières en pratique avancée, ça c'est très bien, mais ça se marche pas dessus. De toute façon, c'est en complément. Et il faut que tout le monde arrive à travailler en complément. Et l'évolution, je pense qu'il faut aller plus aussi dans la recherche. Il y a un abysse à combler de recherche infirmière. On fait plein de choses, mais on publie pas, on fait pas de recherche. Ça commence. Et ça, c'est hyper important. Après, j'espère que le modèle de recrutement des nouveaux étudiants infirmiers va changer et revenir un peu à l'ancienne. C'est pas gagné, parce que maintenant c'est dans Parcoursup, comme je le dis dans mon livre, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que t'en as qui mettent, je sais pas comment que ça marche Parcoursup, si j'ai un peu vu pour ma belle-fille là, mais des algorithmes, et tu arrives en école d'infirmière alors que c'est ton 12e choix, ton 10e choix, et des étudiants qui arrivent aujourd'hui malheureusement en école d'infirmière et savent même pas qu'ils vont aller sur le terrain en stage. Ils pensent que c'est la fac. Ils savent même pas que c'est l'alternance de stage et de... Donc, je trouve que c'est un peu dommage. À l'époque, on avait un concours, un entretien, c'était un peu... Voilà. Et quel conseil tu donnerais justement à un jeune qui souhaiterait devenir infirmier ou infirmière aujourd'hui? Eh bien, que c'est un magnifique métier. Je pense que c'est vraiment un des plus beaux métiers. Alors, journaliste, ok, parce que tu voyages et que tu Pas toujours. évoques ta curiosité, tout ça. Moi, c'est les deux qui me plaisent le plus. Mais Journaliste, c'est un peu compliqué en ce moment. oui, reporter. Mais voilà. Mais infirmière, non. Eh ben, c'est aussi très compliqué en ce moment. Mais c'est un magnifique métier. J'ai envie de leur dire, vous perdez pas en route. Gardez le cap. Si vous voulez faire ça, faites-le. C'est difficile, mais c'est un beau métier et c'est un des plus importants de prendre soin des autres. Mais vraiment, d'abord, prenez soin de vous, toujours, parce qu'un soignant qui va bien est un patient bien soigné. Non, vraiment, c'est important. Continuez à prendre soin de vous. Ne Pour pas se prendre soin perdre. Et si vraiment, comme je vous le dis, moi, j'ai plus envie pour le moment d'être soignante, ça me manque, hein, le don d'organes surtout. J'adorais ça. Je milite encore dans des associations aux côtés de donneurs ou de familles de donneurs. Mais je sentais que je n'aurais pu aussi bien travailler. Voilà. Donc si vraiment, et on est dans une génération maintenant où on peut changer, on n'a plus le même métier toute la vie. Et je leur donnerai ce conseil-là aussi, accrochez-vous, faites-le, c'est génial. Mais si un jour vous sentez que vous devenez aigri, plus une bonne infirmière ou un bon infirmier, changez. Voilà. Continuez à prendre soin de vous pour prendre soin des autres. Dédicace à mon frère mystique. Ah. C'est lui qui disait cette phrase-là. Et est-ce qu'il y a une rencontre, une parole ou un geste qui t'a porté dans ton parcours? D'infirmière, de malade, Franchement, les deux, hein. Allez. C'est dur pour moi ces questions, tu aurais dû me les donner avant. Une rencontre. Une parole ou un geste qui t'a porté pendant ton parcours? T'en as? Non, pas spécialement. Je dis Sylvie, mon étoile là-haut, qui m'a beaucoup aidée, qui était une amie qui était passée par la maladie, qui avait eu un cancer. Et
Ah, donc c'est une C'est personne mon qui t'a. Google, Ah, c'était voilà. une personne. Exactement, tu parles de ça dans ton livre Ouais, en je le plus. dis parce qu'elle m'a engueulée quand forcément le premier réflexe que tu as quand tu es malade ou qu'on te dit un nom de maladie avec un type, voilà, on va regarder son pronostic, ses chances de survie sur Internet. Moi, quand j'ai regardé, j'avais 6 mois de survie. Enfin, tu vois, je suis encore là 7 ans après et je vais bien. Donc, et elle m'a dit, je serai ton Google à partir de maintenant et je fais ça avec. J'essaie de lui. Pour la remercier de ce qu'elle a fait et de ce que ça m'a apporté. Même si c'est parfois dur, des amis qui sont malades et qui m'appellent, j'essaie de les aider aussi, pareil. Voilà. Et ouais, elle m'a guidée. Puis Magali, malheureusement, c'est 2 personnes qui sont décédées. Hein. Magali, Et alors, une amie très chère que j'ai connue dans une association de défense des soignants. Pareil, elle, petite dédicace parce que je sais qu'elle me regarde de là-haut. Mais voilà. Et 2 dernières questions. Quel héritage t'aimerais laisser aux autres derrière toi? J'aimerais si on doit retenir quelque chose de moi, je voudrais que ma fille, elle soit fière de moi et qu'elle se dise, tu sais, j'ai un peu fait tout ça et puis tout l'engagement associatif et politique actuel pour défendre la santé des soignants, c'est pour que ma fille, elle me dise pas un jour: «Tu savais, tu rien fait». C'est ça qui m'a guidée, depuis que je me bats et pour écrire également, je veux vraiment pas qu'elle me dise: «Tu savais, tu rien fait». Non, je savais et j'ai fait tout ce que je pouvais, quoi. J'ai gueulé, j'ai manifesté, j'ai écrit un livre, voilà, je suis à la télé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'améliorer les choses, même si on ne nous écoute pas autant que... Mais là, je me suis investie dans un autre mouvement, par exemple, on en parlait avant, qui s'appelle Idéal Citoyen, parce que je pense que à côté des politiques et du gouvernement, il y a toute une frange de la population qui se bat dans les quartiers, dans les assos. Sinon, la France ne tournerait pas. Regarde, par exemple, rien que le Téléthon, c'est une asso. Pourquoi c'est pas géré ça par l'État? Mais bon, voilà. C'est une asso. Il y a tellement d'assauts importantes comme ça. Donc, Idéal Citoyen, c'est une grosse asso qui regroupe toutes les assos qui œuvrent pour le bien commun, en gros. Et je me bats à leur côté pour... là, par exemple, on a écrit une loi de programmation santé à proposer au gouvernement avec des associations qui s'occupent de santé. On a des assos qui s'occupent de la justice, d'autres de la jeunesse, de l'éducation. Je trouve que c'est hyper important. Voilà, engagez-vous. J'ai envie de dire aux citoyens, chacun dans votre quartier, dans votre village. C'est bientôt les municipales. Présentez-vous aux municipales. Il faut qu'on change les choses, quoi. Il faut que ça soit du sang neuf. Et pour changer, voilà. J'ai envie que les gens se souviennent de moi, voilà, comme quelqu'un qui était engagé et qui aura fait tout ce qu'elle pouvait. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, que je reste en bonne santé très longtemps. Voilà, et que je continue et qu'on nous écoute et que la santé des Français, le système de santé pour les Français s'améliore. Voilà. Ok, en tout cas, on te souhaite la santé, c'est le plus important, et que C'est le vrai. système de santé s'améliore aussi également, parce que c'est chaud. Et puis la paix dans le monde. Bon, Ouais, aussi. C'est chaud aussi. ça serait bien. Écoute, Audrey, merci de ta présence, merci pour tes mots. Je remontre encore le livre à nos auditeurs. Le voici. De soignante, je suis un jour devenu patiente, disponible aux éditions L'Observatoire. Le voici. Merci en tout cas pour tes mots et Merci à toi pour l'invitation, écoute, pour tes pour le réponses livre. et des éclaircissements. Écoute, bonne lecture à toi. Je sais Ouais, pas merci beaucoup. quand est-ce que tu le liras, mais bonne lecture. Ouais, il y a des moments comme ça. Parfois, j'ai des livres, au bout de 10 ans, je me dis, tiens, je vais lire ça. Je sais pas pourquoi. Bon, j'espère que ce sera pas 10 ans quand Non, même. non, mais- non, la santé en général, c'est quand même... ouais. Non, et puis ça a l'air de bien se lire. En tout cas, merci à toi encore une fois. Merci Audrey. Je t'en prie. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.